Les 4 Fantastiques ne cartonnent pas, la polémique Sydney Sweeney s'enflamme. Salut à tous, ici Reg, on va parler des actualités cinéma et séries de la semaine. J'ai envie de commencer avec la bande-annonce du prochain film de Park Chan-wook qui a l'air absolument incroyable, c'est No Other Choice. Alors anecdote, No Other Choice a daté d'un bouquin qui a déjà été adapté au cinéma en France, c'est Le Couperet de Costa Gavras. J'avoue que je ne l'ai pas vu, je pense que je le verrai avant la sortie de ce film parce que du coup ce film sort en France en février 2026. Oui, c'est pas tout de suite, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, hein, les films internationaux ils mettent du temps à sortir. Mais la bande-annonce, encore une fois, Park Chan-wook, trilogie de la vengeance, ce qui est assez rigolo parce qu'on dirait encore un film de vengeance. Decision to Live, Handmaiden, voilà, vraiment beaucoup de classiques pour le coup. Et là, il nous sort une bande-annonce qui est génialissime. On ressent ce côté un peu comédie noire, vengeance, colère, lutte des classes, et en même temps, son esthétique où chaque plan est génial, bien trouvé, la photographie est dingue. Bref, Park Chan-wook comme on l'aime, et j'ai vraiment très hâte de voir ce film. En février, c'est un peu loin, j'ai un peu peur qu'il soit disponible en ligne avant la sortie française parce que c'est typiquement le genre de film qui pourrait l'être, mais bon, je vais attendre la sortie salle dans tous les cas parce que voilà, c'est le genre de cinéaste qu'il faut voir au cinéma sur grand écran et dans quelques mois il sortira. Mais en tout cas, la bande-annonce, je l'ai regardé 2 fois, j'ai été complètement hypnotisé, ça a l'air absolument dingue et j'ai envie de voir aussi le film de Costa Gavras. Et une autre bande-annonce qui m'a assez marqué aussi, c'est la bande-annonce de History of Sound avec Josh O'Connor, Paul Mescal dans une relation homosexuelle, mais ça a l'air vraiment délirant parce que les visuels sont absolument fous. Apparemment, c'est un drame tragique parce qu'encore une fois, ça doit être un bouquin qui a vraiment cartonné récemment et il y a plein de gens qui en ont de plus en plus parlé et apparemment le bouquin est vraiment très très bien. Donc, l'histoire risque d'être impressionnante, géniale, marquante, émouvante, mais les visuels aussi, quelle beauté ce film. Regardez la bande-annonce, je vous jure, c'est magnifique. Je me suis enchaîné 2 bandes-annonces absolument géniales, visuellement en tout cas, esthétiquement. Et je me dis, oui, putain, ça va être génial cette année. Ça risque d'être des films qui vont concourir aux Oscars, mais pour nous, les Français, ça sera en janvier. Mais extrêmement hâte de voir ça aussi. Je pense que les premiers retours vont être encore plus dingues parce qu'il a été présenté à Cannes et les retours étaient assez fous. Donc, très hâte. Spinal Tap 2 a le droit à sa bande-annonce aussi. Alors, Spinal Tap, c'est un film, une sorte de faux documentaire, un mockumentaire qu'on appelle ça, qui était assez rigolo, d'un groupe de rock, voilà, qui était vraiment sur le côté comique de la chose. Et c'est vrai que j'ai jamais fait ce lien, mais l'acteur de Chuck dans Better Call Saul est l'un des acteurs de Spinal Tap 1. Et j'ai jamais fait ce rapprochement, mais il est là, on le revoit du coup dans Spinal Tap 2. Et honnêtement, moi j'aime bien Spinal Tap, je suis pas un énorme fan, même s'il est devenu un peu culte dans le monde anglophone, il y a plein de citations marquantes et tout. J'aime bien le film, il est pas marquant pour moi, mais j'aime bien. Et là, la bande-annonce, on voit une sorte de groupe de rock qui est en train de revenir, en train de rejouer devant des stades entiers, en tout cas c'est l'ambition, et ça a l'air assez réconfortant de voir ça. On dirait un documentaire cette fois-ci sur la fin de vie de ce groupe, la fin de vie aussi de leur vie de manière générale. Ils sont âgés, ils ont plus la même énergie qu'à l'époque, ils ont vraiment changé, le monde aussi a changé aussi, donc ça a l'air vraiment pas mal, mine de rien. Il y a plein de caméos de chanteurs hyper connus, Elton John, Paul McCartney et tout, donc j'ai vraiment hâte, j'ai envie de dire, de voir ça. Ça a l'air quand même d'être assez feel good, assez touchant, assez nostalgique. Donc oui, je pense que ça peut être pas mal. Spinal Tap 2, ça devrait sortir en septembre un peu partout dans le monde. Je sais pas si nous on aura le droit à une sortie salle. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations concernant la France à ce sujet, mais je suis curieux de voir ça aussi. Par contre, Five Nights at Freddy's 2, la bande-annonce a été diffusée, le film sort en décembre. Rappelez-vous, ça donne pas du tout envie, ça a l'air aussi à chier que le premier. Aussi nul, inintéressant, jumpscare à la con, ça va encore faire 300 millions au box-office. Alors c'était dingue, 300 millions au box-office le premier, alors qu'il est sorti en même temps en streaming aux États-Unis, c'était une folie. Mine de rien, je pense pas que la licence était aussi populaire, mais là, le deuxième, ça me donne pas du tout envie, ça a l'air pas du tout inspiré, ça a pas l'air bien, c'est moche. Non, je vois pas pourquoi, ça peut être bien, ça peut être différent du premier, j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, peut-être il y a des fans qui ont envie de le voir, qui ont hâte, mais c'est pas du tout mon cas. Quelques news maintenant concernant le film Michael Jackson. Vous savez, il y a pas mal de problèmes avec ce film parce qu'à la base, il devait être en une partie. Là, ils vont le sortir en 2 parties visiblement. Mais pourquoi? Parce que ils ont fait tout un climax autour des accusations concernant Michael Jackson et ils n'avaient pas le droit légalement de le faire. Parce que dans le contrat avec la famille en question, ils n'avaient pas le droit de reparler de cette affaire dans le public, dans des médias comme évidemment un film. Donc ils ont dû retourner toute la fin. L'acte 3 a dû être re-shooté. Ils ont décalé pour plein de raisons aussi, pour avoir une meilleure fenêtre IMAX. Mais ça a été décalé et l'idée de faire 2 films maintenant est de plus en plus possible. C'est pas encore confirmé à 100%. C'est décalé à avril 2026. Normalement, il devait sortir en octobre pour le coup de cette année. Donc voilà, il y aura peut-être 2 films et visiblement, il y a quelques problèmes et ils doivent re-shooter beaucoup du film. On verra bien, mais ça sera en avril pour l'instant. C'est pas impossible qu'ils décalent de nouveau. On va voir ce que ça va donner. The Walking Dead, Daryl Dixon s'achèvera avec la 4e saison.
J'ai pas du tout regardé, mais pour les fans, pour ceux qui aiment bien, il vous reste du coup 4 saisons au total de The Walking Dead. Quoi, on est à la deuxième là, troisième en diffusion, donc il reste peut-être 1 ou 2 saisons, je sais pas, mais pour les fans, je voulais en parler. On a Coyote versus Acme. Alors rappelez-vous, ce film il est assez particulier parce que la Warner l'avait fait. Mais en même temps, la Warner ne voulait pas le vendre et ne voulait pas non plus le sortir. Donc, ils l'ont mis dans le coffre-fort. Il y a eu plein de négociations avec Disney, avec Netflix, Amazon et tout, qui voulaient du coup récupérer ce film pour le diffuser. Mais personne n'a réussi à l'acheter, personne n'a diffusé ce film, sauf jusqu'à récemment où le film a été acheté par une entreprise qui va diffuser ce film, on le sait maintenant, c'est officiel, en août 2026. Une sortie cinéma grand public, on va dire avec beaucoup de marketing. Il y aura la première bande-annonce qui sera diffusée bientôt aussi en ligne. Donc ça sera un gros projet qui sera bien mis en avant et du coup la Warner l'a vendu et quelqu'un d'autre va s'en occuper et c'est bien pour plusieurs raisons. Premièrement, ça va peut-être enrichir un distributeur et ça c'est toujours cool avec un projet comme ça qui apparemment est vraiment bien d'après les retours. Et surtout ce qui est intéressant c'est que l'artiste qui a fait cette œuvre, enfin les artistes qui ont fait cette œuvre vont pouvoir avoir le droit à leur œuvre dans le monde entier. Elle sera diffusée, elle sera publiée, alors qu'à la base, elle devait juste tout simplement disparaître, ce qui est assez immonde, ça arrive souvent. Hein. Warner l'ont fait avec Bad Girl, Netflix l'ont récemment fait avec une série animée Alien vs Predator qui a été complètement terminée, mais elle ne sortira jamais. Bon, c'est pour des crédits d'impôt, mais c'est cool parce que Coyote vs Acme va officiellement sortir et ça c'est génial. Vous le savez, mais une série vendredi 13 est prévue chez A24 sur la jeunesse de Jason, mais là un film est aussi prévu. On n'a pas encore plus d'informations, mais ça va se faire. Il y avait plein de problèmes de droit, de distribution, mais ça va se faire. Bon, moi c'est pas une saga que j'aime particulièrement, mais un nouveau film va sortir, une nouvelle série va sortir, on verra ce que ça va donner dans les prochaines années, mais en tout cas la série est en plein tournage, alors que le film pour l'instant on a juste une officialisation, mais rien de plus. Et si on parle de tournage, c'est Godzilla Minus One, la suite, qui aura le droit à son tournage en août, ce qui est assez dingue, ça va assez vite, mine de rien, donc une sortie peut-être fin d'année 2026 ou peut-être même 2027 est envisageable, ce qui fait plaisir parce que ce genre de film est assez génial, j'espère que la suite sera au niveau, il bosse assez vite, ce qui est assez dingue aussi, donc j'ai très hâte de voir ça. L'âne de Shrek aura visiblement le droit à son propre film. On l'a vu avec le chapeauté qui a cartonné évidemment, mais l'âne aura le droit à son film, son aventure avec sa dragonne, ses enfants visiblement. Rien de confirmé à 100% pour l'instant, mais Eddie Murphy l'a annoncé comme ça, un petit peu sur le côté. Donc visiblement, ça va se faire. Je pense que ça dépendra vraiment du succès du prochain film Shrek qui sort du coup en décembre de l'année prochaine. On a la première affiche pour le film Marsupilami de la bande à Fifi qui m'attire pas du tout. Vraiment, c'est pas un film ou une franchise ou une licence ou un groupe d'artistes qui m'attirent, mais ça sortira le 4 février 2026. On aura, j'imagine, bientôt la bande-annonce. Bon, ça fait partie de ces gros projets de pâté. Ils mettent beaucoup d'argent pour des gros succès populaires. À voir ce que ça va donner. Bénéfice du doute, comme toujours, mais ça m'attire pas du tout personnellement. Il y a une polémique en ce moment en Inde. Pourquoi? Parce qu'il y a un film qui s'appelle Ranjana, je pense que j'ai très mal prononcé, mais qui souffre d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la fin du film a été modifiée par les ayants droit du film, le studio qui possède le film en question, pour changer la fin et la rendre heureuse via IA. Pas via le montage, pas via des scènes coupées ou quoi. Non, via l'IA, ils ont changé la fin. Et ça, c'est un phénomène qui est en train de bouleverser le monde cinématographique de l'Inde. Il fallait un peu en parler parce que maintenant, vous savez, les films indiens sont doublés un peu comme à l'époque. Vous savez, les films de Sergio Leone, c'est-à-dire qu'ils font le doublage pour toute l'Inde. Il y a plein de langues différentes en Inde. Et du coup, lorsqu'ils font ce doublage, ils le font en tête, et le film de manière générale, en tête pour les différentes langues. Maintenant, le doublage se fait sans acteur. Ça se fait par IA directement dans beaucoup de cas. Les scénarios sont écrits par IA et les fins de films sont aussi modifiées. Évidemment, le réalisateur était hyper en colère. Comment ça se fait? On n'a pas le droit de changer mon film comme ça. C'est ma volonté artistique de le finir de cette manière. Il change les fins en Inde. Ça va arriver chez nous aussi. Voilà. En Inde, ils y vont à fond. Mais chez nous aussi, ça va arriver. Donc, entre le doublage qui est fait là-bas, les scénarios et tout ce qui va être par IA, les effets spéciaux, ça va arriver très vite chez nous. Et c'est triste, c'est déprimant. Surtout que là, ils ont littéralement changé la fin du film alors que le réalisateur ne voulait pas. Donc je voulais un peu en parler parce que c'est un peu le début de la fin partout dans le monde du cinéma. C'est assez horrible, mais on en reparlera évidemment quand il y aura plus d'informations. Côté box-office, Superman s'en sort pas trop mal, hein. 500 millions au box-office international, il va sûrement s'arrêter aux alentours de 650-700 millions, ce qui est pas mal, ce qui est assez étonnant. Pour l'instant, il s'en sort mieux que les 4 Fantastiques, on en parle en fin de vidéo, ce qui est aussi assez intéressant et impressionnant, je trouve, et étonnant, mine de rien. F1 aussi, c'est du 500 millions au box-office, ce qui est pas mal en réalité pour ce genre de film, mais rappelez-vous que le budget c'était 300 millions. Donc oui, Apple sont contents, la Warner aussi, donc ils préparent une suite probablement, mais fatalement ça reste entre guillemets un échec financier. Après bon, ils se sont fait plein d'argent sur les revenus autres comme les publicités, comme le licensing et tout,
Mais juste du point de vue du box-office, c'est un échec. Même si je pense qu'avec les autres revenus, ils ont dû avoir un film qui est déjà rentable. Et 500 millions pour un film de voiture, mine de rien, c'est pas mal, même si la licence F1 est connue. C'est quand même beaucoup d'argent. Et Jurassic World, 719 millions à l'heure où je tourne cette vidéo. Encore une fois, je vous l'avais dit, hein, ça allait être le grand succès de l'été. Tout le monde le savait, c'était clairement attendu, mais ça cartonne et ça peut potentiellement arriver aux 900, voire le milliard, si ça continue comme ça dans le monde entier. On a eu le premier teaser du projet de Vince Gilligan, vous savez, Pluribus. Ça s'appelle, ça sort le 7 novembre. On a un petit teaser, mais c'est le personnage du coup de Rhea Seehorn qui va devoir sauver le monde du bonheur. C'est ça qui a été annoncé. J'ai hâte de voir la série, en 10 épisodes visiblement avec les scénaristes de Breaking Bad et Better Call Saul. Vince Gilligan écrit pas mal des épisodes aussi. Donc grosse hype me concernant, j'espère que ça sera la série Phénomène de Apple. La semaine dernière j'en avais parlé de série Phénomène d'Apple, les gens m'ont dit Sévrance. Je suis d'accord avec vous, hein, mais Sévrance c'est tous les 3 ans pour l'instant. Donc série Phénomène tous les 3 ans c'est compliqué. Là, Pluribus ça a l'air d'être plus restreint, ça a l'air d'être plus concentré, peut-être tous les ans, 1 an et demi ça peut le faire. On verra bien l'échelle de l'œuvre, mais c'est une œuvre de science-fiction. Ça a l'air génial, juste esthétique, moi j'aime bien déjà. Très hâte de voir ça aussi, on en parlera évidemment sur la chaîne. Côté Amazon, il y a pas mal d'annonces. Il y a Wolfenstein qui sera adapté en série télé du côté de Patrick Somerville, qui était le showrunner de Station Eleven, qui apparemment était très bien. Je ne l'ai pas encore vu la série. Ça fait un peu bizarre parce qu'Amazon, ils ont aussi The Man in the High Castle, qui est un peu une version de Wolfenstein, mais moins hardcore, moins action, entre guillemets. Là, ils vont avoir Wolfenstein, par aussi les producteurs de la série Fallout. Ils essaient de faire plein d'œuvres, hein. Fallout, God of War, Mass Effect. Chez Amazon Prime, plein d'adaptations de jeux vidéo. Bon, j'ai vu la blague et tout le monde l'a faite, mais j'espère que la série sera pas anti-extrême droite, voilà, parce que les nazis sont d'extrême droite, donc c'est un peu rigolo. Mais oui, je suis curieux de voir ça, parce que moi j'aime bien les jeux, même si j'ai pas fait le dernier qui est sorti là. Ensuite, on a eu la bande-annonce catastrophique, mine de rien, de la guerre des mondes, avec Ice Cube. Déjà là, ça, c'est pas possible, quoi. C'est juste invraisemblable, qui sort le 30 juillet sur Amazon, ça c'est pas une blague. Et c'est littéralement la guerre des mondes du point de vue d'un écran. C'est-à-dire, vous avez vu ces films, je sais plus comment ils s'appellent, Missing, je crois, où tu voyais quelqu'un se faire kidnapper via les caméras, via le PC de quelqu'un. Là, c'est la guerre des mondes du point de vue du PC de Ice Cube. Bon, c'est un film qui vont sortir, mais qui vont enterrer sur la plateforme. Et puis basta. Bon, je refuse de voir ça, ça a l'air catastrophique, ça a l'air horrible. Donc, ça existe. C'est bizarre comme parti pris. De toute façon, la guerre des mondes n'a jamais vraiment eu de très bonne adaptation. Le film est pas mal, mais il est pas parfait. Mine de rien, la série, je l'ai pas vue, je sais pas ce que ça donne, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu. Mais voilà, ça, comme concept, c'est ridicule. Tel le film est bien, hein, mais vu comment il le pousse comme ça d'un coup sur les plateformes, sans marketing, sans rien, ça peut pas être bien, mais il fallait que j'en parle parce que le concept est ridicule et la bande-annonce est ridicule aussi. Par contre, en termes de bande-annonce, on a eu Gen V saison 2 qui est la suite directe à The Boys saison 4, si j'ai bien compris. Ça sort le 17 septembre, ça, et ça a l'air pas mal. En réalité, ça a l'air intéressant, ça a l'air encore d'être dans la fac, ce qui me dérange un petit peu, mais je comprends, c'est le concept. J'aurais aimé qu'ils partent un peu plus loin de la fac, mais ça a l'air violent, brutal, drôle, et ça a l'air de faire le lien parfaitement avec la dernière saison de The Boys, donc pourquoi pas, ça peut carrément le faire. J'en parlerai je pense en fin de saison, à voir si la saison est bien, si elle m'inspire quelque chose. Et côté Netflix, on a eu la bande-annonce de Train Dreams, qui a l'air pas mal du tout, qui sort le 7 novembre, un film par le scénariste de Sing Sing. Esthétiquement, ça a l'air vraiment très beau, ça a l'air assez génial, ça a l'air d'être une œuvre assez profonde, familiale, mais juste esthétiquement, franchement, regardez la bande-annonce, ça a l'air vraiment très très cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je regarderai sur Netflix. Percy Jackson saison 2 a le droit à sa bande-annonce aussi, ça sort le 10 décembre, pour ceux qui n'avaient pas la date. Et la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Oui, les effets spéciaux sont pas terribles et tout, mais bon, ça reste une série, entre guillemets, pour enfants, jeunes, adolescents, des choses comme ça. Ça a l'air ok, ça a l'air divertissant. Moi, j'avais pas du tout, ou pas beaucoup aimé, on va dire, la première saison. Mais là, la saison 2 a l'air plus fun, plus légère, mieux faite aussi, donc pourquoi pas, bénéfice du doute encore une fois. Sinon, je vous avais dit la semaine dernière que Avengers Doomsday est en plein tournage, mais le scénario n'est pas fini. Ce qui n'est pas anodin côté Marvel, c'est pas une exception assez choquante, mais mine de rien, les acteurs se plaignent parce qu'ils savent pas comment finir le film, ils savent pas ce qui va se passer, il n'y a pas de scénario. C'est pas normal, on est d'accord, il n'y a pas de scénario. Ils ont recruté un scénariste la semaine dernière. Le tournage a commencé en avril. Ça fait des mois qu'ils filment sans scénario. Comment voulez-vous avoir un bon film? Il y a un moment, c'est pas possible. Avec tout ce qui tourne autour du film, pas de scénario. Rebecca Romijn s'en est plein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ridicule, c'est risible, c'est stupide. Ça va être catastrophique. Moi, je vous le dis, hein, ça arrive que des films commencent, surtout des blockbusters, le tournage sans scénario complété. Mais qui recrute un scénariste en plein tournage après des mois de tournage sur un projet comme ça, aussi gros, avec autant de personnages? Non, ça se fait quasiment jamais. C'est ridicule. C'est stupide, moi je trouve que c'est vraiment l'excès le plus total. On verra, hein. J'aimerais bien que le film soit bien, moi je veux que les films soient bien, mais là, tout ce qu'on entend sur le film, ça va pas du tout, et j'y crois pas.
Aztec Batman, Clash of the Empires a été montré, c'est une sorte de film d'animation avec Batman dans le monde des Aztèques. La bande-annonce a l'air pas mal, alors oui c'est un film pas un énorme budget, mais ça a l'air cool, divertissant. Pourquoi pas, je m'y connais pas assez bien en mythologie aztèque, mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment amusés avec le concept, donc why not, ça sort en septembre sur du coup certaines plateformes, je sais pas en France, faudra vérifier. Ça, Welcome to Derry, nouvelle bande-annonce, ça a l'air pas mal aussi, j'avais pas trop aimé la première bande-annonce, je trouve qu'elle était un peu classique et tout, mais là la deuxième était meilleure, meilleure ambiance, meilleurs enjeux, j'étais un peu plus dedans je trouve, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. On n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais ça sera forcément pour la période d'Halloween. Ça sortira en octobre, et maintenant on a eu la bande-annonce de Peacemaker saison 2, et je trouve ça assez intéressant parce que moi j'adore Peacemaker, déjà pour moi c'est la meilleure série de super-héros après The Boys et Watchmen, mais Watchmen c'est une mini-série, je la mets un peu à part forcément, et j'adore Peacemaker, je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est plutôt bien joué, il y a des visuels assez fous, il y a une bonne énergie, il y a tout ce qu'il fallait dans une série comme ça. Peacemaker saison 2, c'est l'histoire du coup de ce personnage-là qui va dans un monde où il est considéré comme un héros et il veut rester là-bas. C'est une histoire de multivers, mais vraiment, je pense, ancrée entre deux dimensions. Ça a l'air vraiment cool, divertissant aussi. Il y a plein d'acteurs de Superman visiblement. C'est la suite directe à Superman. Apparemment aussi, il y a la meilleure BO de la carrière de James Gunn, dont une chanson de Ozzy Osbourne qui nous a quittés récemment. Moi, ça me hype, ça sort le 21 août, et semaine par semaine, évidemment. Ça a l'air vachement bien, moi j'adore Peacemaker, je sais que c'est pas populaire de dire que c'est mieux que Daredevil Punisher, mais moi je le pense, je pense que c'est une série en tout cas plus qualitative, donc j'ai très hâte de voir ça. Contrairement à President Curtis, le spin-off sur Rick et Morty, écoutez, hein, je suis à jour sur Rick et Morty, j'ai fini la saison 8 là, c'est sympa Rick et Morty, mais jamais de la vie je vais regarder un spin-off President Curtis, donc ce sera sans moi, malheureusement. Pour parler des sorties de la semaine, on a Chief of War, la grosse série Apple TV+, sur l'homme qui a uni les îles hawaïennes et du coup le peuple hawaïen contre les colons ennemis. Ça peut être super intéressant, j'espère que ça sera vraiment bien, ça a l'air d'être à gros budget, ça sort là le 1er août. Ensuite on a Bring Her Back que j'ai déjà vu, la critique sortira demain. On a Bad Guys 2 que je boycotte tout simplement parce que les pubs, vous savez au cinéma le marketing avec Jean-Pascal Zadi et tout m'a tellement saoulé que j'irai jamais voir ça. Insupportable. Et on a Perla aussi, j'avais pas du tout entendu parler de ce film, mais le distributeur m'a envoyé le lien pour le regarder et je le regarderai et j'en parlerai aussi. Mais pour parler de la polémique, un petit rappel et je vais aussi répondre à vos commentaires, mais Sydney Sweeney, la semaine dernière, s'est de nouveau sexualisée dans une publicité. Et moi j'ai dit que c'était décevant parce que, de mon point de vue, quand elle essaie avec ses choix artistiques de carrière de s'éloigner de cet objet sexuel de la femme qui est fait pour le male gaze, donc pour les hommes, je trouve ça décevant. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, encore une fois, moi je m'en fous, je chipote sur ça, mais je trouve ça décevant de vouloir faire des films d'auteur intéressants et changer ton image, et en même temps garder ton image pour attirer quelques cassos qui sont fans de seins. Moi je trouve ça un peu ridicule, voilà, c'est mon avis, je dis pas qu'elle fait pas ce qu'elle veut, je la respecte, elle fait ce qu'elle veut de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème, mais je trouve ça ridicule, je maintiens. Maintenant, il y a un autre souci, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, mais quand c'est des acteurs qui font ça, ça te choque pas ?» Si un acteur était connu pour se sexualiser à donf, si, ça me choque. La vérité, c'est que ça me choque. Et les acteurs qui font des pubs, vous savez, torse nu, des choses comme ça, c'est pas pour les femmes en général, c'est pour d'autres hommes. Quand Henry Cavill fait Men's Health ou Michael B. Jordan, c'est pour les hommes, généralement. Et je dis pas que les femmes ne regardent pas ou n'aiment pas, je dis juste que c'est pour les hommes majoritairement. Là, c'est clairement pour les hommes aussi, ce qui est différent, mais surtout la grosse polémique vient du fait que visiblement, c'est potentiellement une sorte de publicité déguisée pour de l'eugénisme, ce qui est quand même assez osé. Tu sais, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, c'est un peu ridicule. Alors oui, c'est une femme, voilà, aux cheveux blonds, blanches, qui parle de Great Jeans, c'est le jeu de mots. Vu que c'est cette entreprise-là, du coup, qui fait des jeans, ils disent dans la pub, Sydney Sweeney has great jeans. Donc jeans, c'est les gènes, et jeans, c'est aussi les jeans. Donc c'est un jeu de mots sur les gènes et sur les jeans. Bon, au début, je me suis dit, c'est un peu innocent, c'est un lien un peu bizarre, surtout la personne qu'ils ont choisi, la manière dont ils l'ont montré pour faire plaisir, généralement, aux mecs un peu d'extrême droite et surtout les républicains qui sont en mode on veut des gros seins constamment aux États-Unis, tout ça. Mais après, tu te renseignes un peu sur la boîte, tu te renseignes un peu sur le président de cette boîte, et c'est un gros supporter de Trump qui se rapproche vraiment du suprémacisme blanc. Du coup, forcément, la pub change un peu d'allure quand tu sais ça. Quand tu sais que le président de la boîte est très proche des suprémacistes, quand tu sais qu'ils ont joué la campagne à fond dessus, quand tu sais que Sydney Sweeney fait tout le temps du pied aux conservateurs républicains américains, ouais, moi je trouve ça un peu problématique, clairement. C'est un peu étonnant de sa part aussi. C'est aussi considéré peut-être comme innocent parce que c'est peut-être un hasard, et je pense que ça peut être un hasard, mais aussi la boîte voulait un choc parce qu'en bourse, la boîte se casse la gueule depuis des années, et là elle avait besoin d'un boost, et le boost a fonctionné. Depuis la pub, la boîte cartonne à Wall Street, beaucoup plus qu'à l'époque, donc ça a marché, ça a choqué, c'est peut-être le but.
Encore une fois, si le PDG n'était pas un pro-Trump comme ça aurait peut-être moins choqué les gens, ça aurait juste été une sorte de... Ouais, peut-être jeu de mots sur ça qui est peut-être un peu mal placé, mais bon, ça aurait été un peu, pas forcément innocent, mais ça serait passé. Mais là, vu que tu connais les gens derrière la boîte, leur soutien à Trump et tout, ça passe beaucoup moins. Donc c'est ridicule, moi je trouve cette publicité. C'était pareil quand elle a vendu l'eau de son bain, je veux dire, c'est risible. Il y a un moment, même si c'était un mec qui faisait ça, ce serait risible, c'est stupide. Ils avaient fait ça avec l'eau du bain, c'était faux, mais de Jacob Elordi. C'est ridicule aussi, c'est stupide. Alors c'était pour la promo de Saltburn, ce qui est un peu logique dans ce point-là, et ça c'était mieux accepté. Mais là, voilà, peut-être elle a pas envie d'oublier son allure, son physique, parce qu'elle va jouer dans des films où elle joue une boxeuse, elle va sûrement moins se montrer à l'avenir et tout. Peut-être elle a pas envie que le public oublie qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a des formes et tout. Elle a envie de faire plaisir avec des films entre guillemets plus indépendants aux gens de gauche et avec peut-être ses formes aux gens de droite. Je n'en sais rien, mais c'est que la pub, plus tu te renseignes dessus, plus c'est ridicule et c'est un peu dommage qu'elle se rabaisse à ça. Elle fait ce qu'elle veut, encore une fois, c'est pas elle que je critique, c'est plutôt l'entreprise que je critique qui fait peut-être, oui, de l'eugénisme déguisé, mais bon, c'est ça aussi qui est problématique avec cette pub, et c'est pour ça que la polémique s'enflamme de plus en plus, peut-être un peu à juste titre, mine de rien. Maintenant, pour parler un peu des 4 Fantastiques, il y a une chose qui m'a étonné. Premièrement, le bébé, d'après Vanessa Kirby, n'était pas en CGI. C'était un vrai bébé. Et je pense que c'est vrai, mais aussi faux à la fois. C'est-à-dire que je pense vraiment que le bébé, potentiellement, est vrai, donc le corps du bébé, mais je pense que la tête est CGI. C'est pour ça que peut-être elle a joué avec un vrai bébé, mais ils ont dû tout modifier en CGI. Parce que, je vous jure, moi j'ai défoncé le bébé. Moi je l'ai vu dans ma critique, j'ai défoncé le bébé. Donc je me sens mal, je me dis putain j'ai défoncé un vrai bébé. J'ai dit que le bébé était dégueulasse, c'était moche et tout, mais clairement le bébé est en CGI dans le film. C'est évident, les effets visuels sur le visage et tout. Peut-être le corps du bébé est vrai, peut-être même son visage est vrai, mais il a été tellement modifié, tellement lisse et tout, que ça m'étonnerait pas. Surtout que les bébés comme ça, normalement à Hollywood, t'as pas le droit de jouer avec, il faut qu'ils aient X mois et tout, ça peut pas être un nourrisson qui vient de naître. Donc c'est toujours un peu particulier. Je pense qu'elle dit vrai, et en même temps qu'il y a eu beaucoup de CGI sur le bébé. Donc ça c'est une chose, mais surtout je suis étonné un peu du faux succès des 4 Fantastiques, parce que moi je voyais ça vraiment comme le renouveau de Marvel. Je sais que c'est une licence qui a pas toujours cartonné au box-office, loin de là, mais quand même, là, t'es dans le MCU, t'es entre guillemets l'avant-dernier film avant Doomsday, t'es quand même le nouveau leader des Avengers, il y a beaucoup de marketing, c'est tous les acteurs en vogue, dont Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Backrack de The Bear, Joseph Quinn qui joue dans plein de films et plein de séries, donc quand même casting assez fort, une licence certes qui n'a pas toujours cartonné mais dans le MCU, qui est censé symboliser un renouveau, un film standalone et tout, donc ça cartonne pas. Ça a fait 216 millions au box-office international, autant que Superman qui lui lance un nouvel univers, certes c'est plus connu Superman, mais sur le long terme, si ça fait 600-700 millions comme Superman, c'est pas dingue en réalité. Pour un film comme ça, une grosse franchise comme ça, pour un film qui est censé avoir le leader des Avengers, en théorie, je sais que le grand public s'en fout de ça, mais j'étais assez étonné du faux succès. Je dis pas que c'est un flop, ça sera pas un flop, hein. Il va bien marcher, il fera 600-700 millions, il sera rentable, évidemment avec le marketing, le budget, les produits dérivés, il sera rentable le film, c'est pas ça le souci. Ce sera pas un cas de Thunderbolt. Mais pour Disney, rappelez-vous, Disney pour eux un succès, c'est 700 millions, 600-700 millions, enfin un succès. Le seuil de rentabilité pour les films comme ça à 200 millions de budget, c'est 600-700 millions pour eux. Le seuil de succès, c'est 1 milliard. Jamais il fera 1 milliard, quoi. Donc je suis assez étonné, mine de rien, je suis assez surpris de ce score. Je m'attendais à beaucoup plus, je m'attendais vraiment que ce soit plus un rouleau compresseur. Moi, j'avais fait des prédictions en disant que Jurassic World allait être celui qui cartonne le plus. Je pensais vraiment que Superman allait mieux marcher que les 4 Fantastiques, je le pensais. Et je pensais que Superman allait faire plus que 600-700 millions, pour le coup. Et je pensais que les 4 Fantastiques allaient faire 800-900, quoi. Donc je suis assez étonné. Les deux vont finir probablement à avoir le bouche à oreille la semaine prochaine à peu près au même niveau. Mais le 216 millions, je trouve que c'est un début timide pour un Marvel comme ça, aussi attendu, aussi bien casté en termes de popularité, avec autant de marketing. Je trouve ça timide. Le MCU est certes en perte de vitesse, hein, je dis pas, mais là, j'étais assez surpris. C'est assez bizarre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je réagirai à Avatar 3 ? J'ai déjà sorti une vidéo dédiée à l'abondance d'Avatar 3, mais concernant les 4 Fantastiques, j'étais un peu étonné. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord ? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.